un lama qui prend le tramway. C'est possible. C'était possible en tout cas à Bordeaux, où une bande de fêtards passablement éméchés a libéré un lama de sa cage d'un cirque. Se promenant avec l'animal en centre-ville, ils ont fini par le faire monter dans un tramway. Mais, regardez l'image, le conducteur veillait, il a stoppé le convoi, a fait descendre l'animal qui s'est laissé faire, a tranquillement attendu ses propriétaires attachés à un lampadaire. Les 5 jeunes ont été interpellés un peu plus tard, placés en garde à vue. Des clichés de cette aventure, vous le voyez, ont été diffusés sur Internet. Le lama, lui, se porte bien. C'est important, il n'a pas souffert de cette petite aventure. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Un numéro un peu spécial aujourd'hui, un format spécial, puisque je vais vous parler que d'infos internationales. Que d'infos internationales parce que d'abord il y a un gros paquet d'infos à donner, et ensuite parce que je m'apprête à faire l'interview dans quelques minutes de Karen Hughes. Karen Hughes qui était une ancienne de la Banque mondiale, donc on a réussi à dégoter une interview d'elle. On voit déjà des vidéos qui traînent sur internet à propos de Karen Hughes. Donc voilà, l'interview de Karen Hughes suivra la vidéo des infos dont on parle peu. Voilà, donc on va attaquer tout de suite, on va pas perdre de temps, attachez vos ceintures et on y va. Les infos internationales donc, et on va commencer avec Gaza. Gaza qui est au bord de l'implosion et qui est plongée aussi dans le noir. Donc l'enclave palestinienne subit de plein fouet les conséquences de la campagne égyptienne de destruction des tunnels de contrebande vers le Sinaï. Inondées, dynamitées, saccagées, les galeries souterraines sont aujourd'hui la cible du nouveau pouvoir égyptien. Perçues comme les portes d'entrée ou de sortie des terroristes salafistes du Sinaï, 90% des tunnels ont été mis hors d'usage, 794 en 2013 et 1055 depuis janvier 2011. Les magasins, les supérettes et même les vendeurs à la sauvette accumulent les listes d'impayés, résultat d'une double malédiction. La destruction des souterrains a avalé plus de 250 000 emplois directs et indirects. Le manque à gagner atteindrait près de 230 millions de dollars chaque mois. En parallèle, l'inflation est rampante car ce sont les produits israéliens importés en surface, mais plus coûteux, qui ont remplacé sur les étals les marchandises égyptiennes bon marché. Le prix du kilo de tomate a quintuplé, la barrique de lait est passée de 11 à 16 $, même évolution pour la farine, le sucre et les cigarettes. En conséquence, les règlements de compte se multiplient. À mesure que la crise s'installe, les mauvais payeurs sont de plus en plus souvent dénoncés à la police. Autre source de tension, l'approvisionnement en gaz domestique. Gérant de l'un des principaux points de vente de Gaza, Mafat Al-Kanzedar avoue ne plus pouvoir travailler sans protection pour contenir les colères quotidiennes des habitants frappés par la pénurie. Alors autre information, ça c'est de la radio iranienne, on apprend que Gaza a été plongé dans le noir par manque d'essence. Conséquence encore plus dramatique donc, la bande de Gaza est plongée dans le noir parce que l'essence fait tourner la seule centrale électrique de cette petite bande de terre. On parle d'Israël maintenant, Israël qui veut construire 1500 logements à Jérusalem-Est. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre de l'Intérieur Gideon Sa'ar ont convenu de construire 1500 nouveaux logements dans la colonie de Jérusalem-Est de Ramat Shlomo. Voilà, mais heureusement, John Kerry arrive avec son cheval. Il arrive en Israël pour relancer le processus de paix, bien évidemment, qui en a un grand coup sur la cafetière. John Kerry qui est arrivé à Jérusalem pour une visite censée relancer le processus de paix en difficulté. Cette visite intervient alors que, selon les médias israéliens, Israël a proposé que le tracé de la barrière de séparation en Cisjordanie serve de base au discours de paix et non les lignes d'avant 1967 comme le réclament les Palestiniens. Alors Israël qui en a fait des bonnes cette semaine et la semaine dernière puisqu'ils ont frappé également la Syrie. Alors je cite, ils ont frappé la Syrie le 31 octobre pour une attaque notamment à Latakia afin de détruire des missiles et du matériel susceptible d'être transféré au Hezbollah. Enfin bon, je ne sais pas s'ils ont reçu l'aval de l'ONU, mais ça c'est normalement censé être qualifié de violation du traité international, si je ne m'abuse. On continue, et encore Israël qui a snobé le président français. C'est tragicomique, on va dire. Donc le président du Parlement israélien Yuli Edelstein a déclaré que la Knesset boycotterait François Hollande suite au refus du président français de prononcer un discours devant les députés lors de sa visite en Israël en novembre prochain. Selon Edelstein, je cite, « Celui qui ne respecte pas la Knesset ne mérite pas le respect de cette dernière.
Les dirigeants étrangers et israéliens n'ont pas le droit de minimiser l'importance de la Knesset et de méconnaître le Parlement élu de l'État d'Israël. En tant que président de la Knesset, j'ai l'intention de défendre résolument la dignité de notre nation et de ses élus. Voilà, donc après l'épisode de l'ambassadrice, maintenant voilà cet épisode-là. Quand est-ce que la France va arrêter de se faire prendre pour un paillasson, hein? On parle du Moyen-Orient maintenant, on va parler de l'Irak, on va parler de l'Afghanistan et du Pakistan, puisqu'il y a eu un certain nombre d'attaques, de bombes, de kamikazes, de drones qui vont être attaqués aussi, de drones américains bien sûr. Donc voilà, j'ai fait une liste et on va commencer par l'Irak. Alors on commence avec le 25 octobre. 10 bombes, 11 morts, un employé du ministère de la Justice abattu. Le 31 octobre, une quinzaine de tués par des attentats à la bombe, notamment à Touz Kourmatou, à 170 km au nord de Bagdad. C'est un kamikaze qui s'est fait exploser au sein d'un groupe venu examiner les dégâts produits par 2 précédentes déflagrations. Résultat, 4 morts. Le 4 novembre dernier, nouvelles attaques, 13 morts dans le nord de l'Irak, en proie à 10 ans de violences meurtrières qui ont atteint en octobre des niveaux inédits depuis 5 ans. Ces attaques visaient essentiellement les forces de sécurité pour la deuxième journée consécutive, des kamikazes ayant fait détonner leurs charges contre la police dans plusieurs localités du nord de l'Irak. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Susan Lindauer que j'ai produite la semaine dernière, elle est sur internet, je vous donne le lien, allez voir parce que c'est quand même hyper important, hyper intéressant ce qu'elle dit. Notamment, elle fait référence au gouvernement Bush à l'époque qui ont préféré la guerre à la paix en Irak. Donc ça, elle l'explique très bien, très important d'aller voir cette vidéo-là. On continue avec l'Irak et pendant que toutes ces bombes et tous ces attentats se passent, eh ben, il y en a qui se frottent les mains, il y en a qui font du business. Et notamment, c'est le cas de Total, puisque Total a annoncé avoir découvert des réserves de pétrole et de gaz grâce au puits Mirawa 1, situé à 60 km de la ville d'Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan irakien. 3 tests de production ont été réalisés sur les puits avec des débits compris entre 3200 et 3900 barils par jour d'huile et autres tests ont notamment permis de prouver la présence de gaz et de condensat avec des débits d'environ 20 à 30 millions de pieds cubes de gaz par jour, a précisé Total. Le Kurdistan est désormais sur le point d'achever la construction d'un oléoduc vers la Turquie qui en théorie pourrait lui donner les moyens financiers d'une indépendance régulièrement évoquée par les autorités autonomes de la région. Une telle perspective irrite le gouvernement irakien qui revendique le contrôle exclusif des vastes ressources pétrolières de l'ensemble du pays. Voilà, non seulement Total vient prendre le pétrole, je ne sais pas si la population irakienne va profiter de ce pétrole et de ce gaz. J'en suis pas sûr du tout. Et en plus, le Kurdistan qui voudrait de plus en plus son indépendance vis-à-vis de l'Irak. Alors, on passe maintenant au Pakistan, comme promis. Au Pakistan, 4 personnes ont été tuées et 17 blessées dans une explosion à Quetta, à l'ouest. Donc ça, c'était le 30 octobre dernier. L'explosif était placé dans une voiture garée près de la route. Une autre explosion a retenti sur les lieux du premier incident. Une voiture se trouvant à proximité sur laquelle s'était cassée une bouteille de gaz lors de la première explosion s'est envolée également. On continue, ça c'est au Pakistan. Le chef du mouvement taliban au Pakistan, Hakimullah Mehsud, a été tué le 1er novembre par un drone américain dans les zones tribales du nord-ouest du pays. Un mort qui remet à la fois en question l'usage très contesté des drones, des appareils sans pilote dans la région et du processus de paix avec les insurgés. Donc là, encore une fois, je repose la question, qui a donné la permission aux États-Unis d'aller taper sur le Pakistan, puisqu'il me semble qu'il n'y a aucune autorisation de l'ONU pour aller taper sur le Pakistan, il me semble. L'Afghanistan, l'Afghanistan n'est pas en reste. 27 octobre, une bombe artisanale placée en bordure de route a fait au moins 18 victimes dans la province de Ghazni, à l'est de l'Afghanistan, dont une majorité de femmes et d'enfants, ont rapporté les autorités locales. Le 8 novembre, 8 personnes ont été tuées, 5 femmes, 2 enfants, un homme, dans une explosion de voiture près de Kalat, dans la province de Zabul. Selon les officiels, cette attaque est faite par les talibans. On voit bien tous les jours que la guerre contre le terrorisme menée par les Américains ne donne absolument aucun résultat. En Irak, en Afghanistan ou au Pakistan, la situation est même pire qu'avant. Mais bon, on va tirer aucune conséquence de tout ceci, bien sûr, et au contraire, on va envoyer des drones
pour taper sur un autre pays, à savoir la Somalie, puisqu'on apprend qu'un responsable des insurgés islamistes, Shabab Abrahim Ali Abdi, décrit comme l'un des principaux organisateurs d'attaques suicides, a été tué le 28 octobre dernier par un tir de drone américain en Somalie. Voilà ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur somalien. Je cite: « Cet homme a joué un rôle important dans la mort de civils innocents et sa mort va permettre de ramener la paix. » Selon la BBC, 2 chefs de Shabab étaient à bord du même véhicule qui voyageait entre Jilib et Warab, connu comme étant l'un des principaux fiefs des islamistes proches d'Al-Qaïda lorsqu'il a été frappé par un missile. Un responsable américain a confirmé, sous couvert de l'anonymat, que la frappe menée au sud de Mogadiscio l'avait été par un drone américain. Il n'a pas précisé d'où le drone qui a mené le bombardement avait décollé. Alors avec toutes ces attaques de drones un peu partout dans le monde, que ce soit au Moyen-Orient et maintenant en Afrique, on se demande qui a donné l'autorisation aux Américains de jouer aux cow-boys comme ça. Alors bien sûr, toutes ces informations, vous les entendrez pas à la télévision, au journal de France 2, hein, vous inquiétez pas, n'est-ce pas David? Oui, la théorie du complot. Et pourtant, de tout ceci, on a été avertis, n'est-ce pas? Regardez. This evening, I come to you with a message of leave-taking and farewell, and to share a few final thoughts with you, my countrymen. We face a hostile ideology, global in scope, ruthless in purpose, and insidious in method. Unhappily, the danger it poses promises to be of indefinite duration. To meet it successfully, there is call for not so much the emotional and transitory sacrifices of crisis, but rather those which enable us to carry forward steadily, surely, and without complaint, the burdens of a prolonged and complex struggle with liberty, the state. Only thus shall we remain, despite every provocation, on our charted course toward permanent peace. Peace, peace, peace. Crises there will continue to be. In meeting them, whether foreign or domestic, great or small, there is a recurring temptation to feel that some spectacular and costly action could become the miraculous solution to all current difficulties. But each proposal must be weighed in the light of a broader consideration, the need to maintain balance in and among national programs. Balance between the private and the public economy. Balance between the cost and hoped for advantages. Balance between the clearly necessary and the comfortably desirable. Balance between our essential requirements as a nation and the duties imposed by the nation upon the individual. Balance between actions of the moment and the national welfare of the future. Good judgment seeks balance in progress. Lack of it eventually finds imbalance and frustration. The record of many decades stands as proof that our people and their government have, in the main, understood these truths and have responded to them well in the face of threat and stress. Stress. We annually spend on military security alone more than the net income of all United States corporations. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources, and livelihood are all involved. So is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert
and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. Now I am to become a private citizen. I am proud to do so. I look forward to it. Thank you, and good night. Good night. Good night. Alors bon, je montre du doigt les Américains avec leur guerre sur la terreur, mais nous maintenant en France, on n'est plus en reste avec notre guerre au Mali. Guerre qui, je le rappelle, avait été qualifiée par le président Hollande de totale réussite. On s'est certainement cru plus malin et plus fort que les Américains sur ce terrain-là. Voilà, maintenant les résultats dramatiques de toute cette opération. Alors d'abord, le 4 novembre dernier, un véhicule, un pick-up qui transportait 38 passagers a sauté sur une mine entre Ansonko et Menaka au sud de Gao. 4 personnes sont mortes sur le coup et 8 blessés, dont 2 dans un état critique. Et bien sûr, on peut parler évidemment de ces 2 journalistes d'RFI qui ont été assassinés le 2 novembre dernier par des islamistes au Mali. Alors pour terminer avec l'aspect militaire, regardez un petit peu l'uniforme militaire, le dernier uniforme de l'armée de Taïwan. Alors on dit que c'est l'armée de Taïwan, mais bon, ça ressemble plus à une force anti-émeute, je dirais. Enfin bref, ça fait vraiment peur, on voit leur tronche comme ça là, c'est très très chic. Je pense que ça va faire des émules en Occident, au cas où un de ces 4 matins, il y ait une petite révolution. On parle de la NSA et de son programme PRISM et de la France également, puisqu'on a appris que la France a ardemment collaboré avec la NSA et son programme d'écoute. Tout ceci a été révélé dans de nouveaux documents d'Edward Snowden, consultés par le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, excusez-moi de la prononciation. Non seulement l'État aurait eu connaissance de ce programme de surveillance, mais en plus il collaborait activement. D'après le quotidien, l'État aurait conclu un accord secret dont le nom de code est Lustre, avec les autres pays membres des Five Eyes. Alors, qui sont les pays membres de ces Five Eyes? Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie et donc la France. Ces pays sont partie prenante du programme de surveillance mondial Échelon, qui aurait donc signé des accords avec les pays tiers dont la France afin d'étendre un peu plus la portée de leurs oreilles. Selon la voix de la Russie, la NSA et la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, auraient mis en place un système d'échange depuis fin 2011 ou début 2012. Ces données en provenance d'Afrique et d'Afghanistan passent par des câbles sous-marins à Marseille et en Bretagne. La DGSE peut alors les intercepter et les stocker. Alors quand on voit ensuite le cinéma que nous fait Manuel Valls, qui fait semblant de s'insurger contre les écoutes des Américains, vraiment on peut se dire qu'on nous prend vraiment pour des caves, pour les derniers des idiots, quoi. C'est vraiment une insulte à notre intelligence. Toujours la NSA et son programme d'écoute. Alors cette fois-ci, c'est un document déclassifié par la NSA et intercepté par Al Jazeera qui nous révèle que le programme de la NSA donc, a été mis en place en utilisant la peur des populations suite aux attentats du 11 septembre. Bon, ça, c'est un petit peu théorie du complot. Attention, David Pujadas. Le document indique, je cite, « Je préfère être ici afin d'expliquer ce programme aujourd'hui que d'expliquer un autre 11 septembre que nous n'étions pas en mesure d'empêcher. » Bon, pour ceux qui ont vu la vidéo de Susan Lindauer, vous avez vu qu'elle révèle que le gouvernement américain était au courant des attentats du 11 septembre à partir de avril-mai 2001. Il savait très bien que des attentats se préparaient avec des détournements d'avions et pour aller faire s'écraser dans le World Trade Center. Donc encore une fois, la NSA ment et on nous prend vraiment pour des billes. Toujours la NSA, et cette fois-ci c'est le site internet de la NSA qui a été piraté pendant quelques instants. Ça, c'est une information qui a été donnée par Zero Hedge. Le 25 octobre dernier, le site de la NSA a été hacké par, soi-disant, des membres d'Anonymous. Bon, tout ça, ça reste à démontrer. Quoi qu'il en soit, le site de la NSA a été mis hors d'état pendant quelques instants. Alors pour ceux qui veulent comprendre dans quel niveau de surveillance nous sommes rendus aujourd'hui, je vous mets en lien la vidéo de l'audition de monsieur Alex Türk, président de la CNIL, en septembre 2010. Donc ce document date d'il y a 4 ans, mais il est extrêmement important. Alors je vous donne le lien, vous irez voir par vous-même. On continue avec la NSA. Alors si vous pensez que nos gouvernements ou alors les responsables des agences de renseignement occidentaux vont être du côté du peuple et vont s'insurger contre les Américains et leur programme d'écoute, vous mettez le doigt dans l'œil, je vous le dis tout de suite.
puisque s'est déroulée une audience en public en Angleterre, ça c'était le 8 novembre dernier. Audience en public où les 3 responsables des services secrets britanniques, le MI5, le MI6 et le GCHQ, étaient venus témoigner pendant 90 minutes au cours desquelles ils ont fait part de leur colère contre Edward Snowden. John Sowers, chef du MI6, a déclaré par exemple « Les fuites de Snowden ont été très dommageables. Ils ont mis nos opérations en danger. Et il est clair que nos adversaires se frottent les mains. Al-Qaïda est reparti vers les sommets. » Bien sûr, ça c'est de la faute d'Edward Snowden. C'est de la faute d'Edward Snowden, bien évidemment, si y a du terrorisme dans le monde, s'il y a de l'insécurité. Ça c'est évident. Bon, tout ça on pourra en reparler, mais ça prend un peu trop de temps. Alors sachez également qu'au Guardian, ça bouge suite à ces révélations. Alors le journaliste qui a révélé tous ces câbles d'Edward Snowden, le journaliste qui s'appelle Glenn Greenwald, il a quitté le journal britannique donc de Guardian pour fonder une nouvelle organisation consacrée à l'information. Donc bon, on lui souhaite bonne chance dans son entreprise. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro complet. Je vous promets, je vais vous faire un gros numéro avec tout plein de sujets. J'ai absolument tout ce qu'il faut, ça, il n'y a pas de problème. Il suffit d'aller un petit peu sur Internet, se pencher et on ramasse les informations. Je vous parlerai notamment de Fukushima encore et du nucléaire. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. Restez bien informés. Je vous remercie encore tous de votre attention. Je vous remercie de m'envoyer toutes ces informations. Là, j'en reçois tellement que je ne peux pas tout gérer, mais bon, j'essaye de faire le maximum. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos de Susan Lindauer, d'Alex Turk et la future vidéo de Karen Hughes que nous allons mettre en ligne bientôt. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci de continuer de soutenir Info Libre. Ciao.